Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Cette fois, je suis en mode intervieweur. Stan, comment vas-tu? Très bien, merci. La semaine se passe bien, mais vivement le week-end qui arrive à grande vitesse. Et toi, ça va? Bah moi ça va, l'hiver arrive, hein. Le froid est là maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Voilà, bon. Fini Donc, les grosses chaleurs ah bah oui, oui, parce à que 40 degrés. Ouais. justement, il n'y avait pas très longtemps encore, on était quasi comme au printemps ou comme à l'été indien, quoi. Oui, c'est vrai, ouais, Ouais. ouais, Et tout à fait. là, ça y est, maintenant, on a basculé en hiver. Donc, petite vidéo cette fois, enfin petite vidéo, je dis petite vidéo, elle sera quand même très dense. Ça va peut-être être pas si longue que ça, mais très dense, sur un sujet quand même très important. Et que donc, on va essayer d'aborder ce soir, au cours de cette vidéo, c'est le thème de l'angoisse d'abandon. Tout à Donc, fait. c'est notre vidéo 25, numéro 25, et donc, 26. 26, pardon, Ouais. oui, tu vois, le lapsus. Je pensais, j'étais focalisé sur 25. Numéro 26, et donc, un témoignage qui vient de toi-même. Et j'ai envie de dire qu'il va faire un peu le lien aussi avec des vidéos précédentes, mais on va pas, on prendra le temps d'en discuter Tout à fait. plus tard. Mais donc, on va prendre le temps de partir de ton vécu pour évoquer donc ce grand thème de l'angoisse d'abandon que tu souhaitais vraiment traiter ce soir, parce que tu as des choses à nous dire ce soir d'important et de substantiel. Tout à fait, Laurent. Et aussi ceci pour répondre à certains messages reçus de la part d'auditeurs et d'abonnés qui souhaitaient en savoir plus sur mon expérience sur l'angoisse d'abandon, que je mentionne très rapidement dans les autres vidéos témoignages de la chaîne. Et avant de commencer, si tu peux me permettre, nous souhaitons, avec toi, remercier celles et ceux qui nous suivent pour vos retours touchants et encourageants, qui ont aussi le mérite de mettre en lumière des problématiques qu'il est nécessaire de résoudre pour pouvoir s'en émanciper. D'autant plus que ces problématiques apportent très souvent frustration, douleur et souffrance. Exactement. Donc, Et donc, oui, l'angoisse d'abandon, comme et tu ben le disais, voilà, c'est fait ça. partie de ces C'est ça. Donc, et problématiques. c'est un thème qui est quand même important à soulever, du coup, parce que ça peut donner des clés à des gens, C'est ça, exactement. Bah, c'est ça. comme, comme les vidéos précédentes ont pu apporter aussi. Donc, on l'a vu, on a eu des retours. Voilà. Ont pu, tes vidéos ont quand même déjà peut-être permis à certains de se soulager ou d'avoir le début de voir le début d'une sortie de tunnel, quoi, C'est comme on, ça. comme, comme on Bah, pourrait je le le dire. souhaite en tout Ben cas. voilà, c'est Et ça. voilà, c'est vraiment en Et c'est vrai que c'est espérant encourageant, et du coup, ça te pousse à à continuer. continuer. Voilà. Voilà, ouais. Vraiment en espérant aussi que mon témoignage de ce soir apporte une lumière à celles et ceux qui nous suivent pour pour les aider à dépasser cet obstacle dans leur vie. En tout cas, voilà, c'est l'objectif premier de cette vidéo. Très bien. Donc on enchaîne, on va Bien commencer sûr. à aborder le plan. Ouais, tout à fait. Donc on va faire une première partie, on va peut-être d'abord évoquer la genèse de cette angoisse, l'angoisse d'abandon que tu as à travers ton expérience. Tout à fait, donc ça nous permettra de définir en quoi consiste exactement cette angoisse dont on entend souvent parler, mais sans savoir exactement de quoi il s'agit. Et donc dans une deuxième partie, on va essayer de voir aussi comment cette angoisse d'abandon a complètement gâché, quelque part, a empêché ton épanouissement sur le plan affectif, sur le plan sentimental, et puis bien sûr sur le plan sexuel aussi. Oui, voilà, dans cette Donc deuxième partie, voilà. on détaillera via mon propre vécu jusqu'à quel point cette angoisse peut nous handicaper et nous faire souffrir, jusqu'à entraver notre éclosion en tant qu'homme, voire jusqu'à nous couper même à notre insu de la réalité. Et donc troisième partie, comment tu as fait face? Comment tu as réussi à te sortir de ce trou, quoi? Exactement, et plus précisément, comment j'ai pu résoudre cette problématique en me libérant de l'emprise de cette angoisse pour enfin pouvoir, à partir de mes 26 ans, jouir de la vie et me construire tel un homme adulte. Alors, petite précision avant de commencer, Laurent, cette vidéo, elle est en lien avec mon roman Récit d'une émancipation, dans lequel j'explique de manière encore plus précise le contexte dans lequel j'ai grandi, l'information de l'angoisse d'abandon, ainsi que par quel procédé j'ai pu m'en extirper.
Et j'aborde aussi dans ce roman, de manière encore plus précise, d'autres problématiques en lien avec ce sujet. Voilà, et on pense aussi, bien sûr, à la vidéo 9 notamment, Oui, où là, tout à fait, ouais. tu évoquais plus précisément le complexe d'Oedipe qui, n'était pas, qui persiste à l'âge adulte. Exactement. Et donc, il y a ce lien-là aussi très fort avec cette vidéo-là, j'imagine. Tu fais Il y bien aura des de ponts, il y aura des ponts justement entre cette vidéo et la vidéo 9. Tu fais bien de préciser, tout à fait. Et comme on va le voir, on va retrouver en fait un certain nombre d'éléments issus de la vidéo du complexe d'Oedipe, parce qu'il faut bien se rendre compte que toutes ces problématiques psychologiques qu'on aborde dans mes témoignages se rencontrent, hein. Voilà, ouais. Leurs frontières entre elles sont très poreuses et surtout chaque problématique se manifeste différemment selon chacun. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à cliquer sur les liens en question en description de cette vidéo. Alors, la vidéo de ce soir, comme disait Laurent, est assez longue, est assez dense, mais bon, il était impossible de faire du TikTok hein, pour présenter avec authenticité et en profondeur ce type de sujet, hein. Très bien. Donc, on enchaîne sur la première partie. Tout à fait. Donc, on va essayer de voir comment Stan, l'angoisse d'abandon, est apparue chez toi dans la petite enfance et donc qui t'a poursuivi jusqu'à tes 26 ans, si j'ai bien compris. Oui, avant de commencer, alors petite précision encore une fois, dans mes vidéos témoignages passés, je partais d'abord de la manifestation de mes mots MAUX à l'âge adulte pour ensuite plonger dans mon enfance afin de comprendre la construction de mes mots. Ensuite, à partir de mon enfance, je refaisais chronologiquement le film de mon vécu pour bien faire comprendre à celles et ceux qui nous suivent et qui nous écoutent comment tous ces freins s'étaient construits. Et ce processus d'aller-retour est à mes yeux le cheminement qu'il faut adopter hein, pour bien comprendre comment notre propre fonctionnement se construit. Et là, en fait, on va faire un peu différemment. On va se plonger directement dans un lointain passé pour décrire le contexte délétère de mon enfance, hein, m'ayant maintenu dans cette angoisse d'abandon pour ensuite arriver aux manifestations chez moi de cette angoisse d'abandon à l'âge adulte. Et donc ce soir, dans mon explication, je ne ferai pas d'aller-retour, hein, bien que ce soit le procédé que j'ai utilisé pour me libérer de mon mal, quoi. Et donc pour te répondre, Laurent, je vais devoir expliquer maintenant hein, le contexte familial dans lequel j'ai grandi. Donc il faut savoir que mon père voyageait hein, dans le cadre de son travail. Ma mère avait donc à sa charge et seule hein, l'éducation de mes deux grands frères. Et pour l'aider, elle me déposait tous les matins chez mes grands-parents, et ceci de ma naissance jusqu'à mes 3-4 ans. C'est donc avant tout mes grands-parents qui m'ont éduqué, hein, comme je t'en avais déjà parlé dans le passé. Et chez eux, en fait, jusqu'à mes 3-4 ans, je recevais, on va dire, un amour exclusif et fusionnel de leur part. Et vers 3-4 ans, hein, du fait de mon entrée en école maternelle, j'avais dû quitter le domicile de mes grands-parents, puisqu'en journée, en fait, j'étais dorénavant à l'école et le soir, je rentrais chez mes parents rejoindre ma mère et mes deux grands frères. Donc mon père, il était encore en déplacement. Ce changement d'organisation hein, vers mes 4 ans hein, m'avait donc fait perdre l'environnement d'amour exclusif que j'avais reçu de mes grands-parents. Voilà, donc à partir de 4 ans, j'allais à l'école et je vivais chez mes parents avec mes deux grands frères. Et en même temps, mon père ne se déplaçait plus pour son travail. Il vivait aussi chez nous. Voilà, ses déplacements s'étaient terminés. Et là, nous étions arrivés vers fin des années 80. Donc, fin des années 80, j'avais rejoint le domicile de mes parents avec mes deux grands frères et mon père qui ne se déplaçait plus pour son travail. Ça, c'est une précision importante. Donc, jusqu'à 4 ans, en gros, tu as quand même été beaucoup plus avec tes grands-parents, beaucoup plus proche de tes grands-parents que de ton père, par exemple. Ah, complètement, On est d'accord, hein? exactement. Bah voilà, tu as très bien Et résumé donc, un à peu. 4 ans, tu te retrouves avec presque quelqu'un que tu ne connais pas beaucoup,
que tu es en train de découvrir en Ouais, fait, c'est quelque vrai, part. ouais, tout Voilà. à fait. Donc à Ouais. 4 ans, il y a un petit, Il y a un gros changement. voilà, quand Il même, y a un gros changement pour un enfant de 4 ans. d'une part par rapport au père, hein, à la remarque du père, hein, que tu viens de faire et qui est tout à fait vrai, et aussi le fait que j'ai perdu l'amour Voilà, tu exclusif t'éloignes aussi. En fait, euh, il y a un de éloignement mes des grands-parents, grands-parents et exactement. l'arrivée du père. Et puis Voilà. surtout, Voilà. je me retrouve aussi face à mes deux grands Et il frères. y a les deux grands frères. Donc ça Exactement. fait quand même beaucoup là. Ça fait beaucoup, ouais, Ouais, tout à ouais, fait. Et d'accord. là, on était arrivé fin des années 80. Ok. Et donc mon père, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un travailleur immigré originaire de Cracovie en Pologne. Il était arrivé en France dans les années 70. Et fin des années 80, mon père connaissait des difficultés professionnelles. Le chômage allait bientôt le happer. Et c'est ma mère qui désormais assurait l'arrivée d'argent pour la famille essentiellement. Cette position humiliait mon père et l'angoissait même. En fait, sa fragilité professionnelle le renvoyait à son incapacité à assurer le rôle du père devant apporter les ressources matérielles et un cadre nécessaire pour son cocon et sa femme et ses enfants, quoi. Et c'est ainsi que mon père avait, sans s'en rendre compte, hein, si je peux m'exprimer ainsi, importé ses problèmes professionnels à la maison. Humilié, sa virilité d'homme et de père étant affectée, il devenait en fait de plus en plus agressif avec mes deux grands frères qui connaissaient, eux, des difficultés en école primaire et au collège. Et l'échec scolaire de mes frères renvoyait mon père anxieux à son propre échec professionnel en fait. Il était inquiet pour mes frères, mais il n'exprimait son anxiété que via son agressivité. Et il était devenu violent avec eux, hein, aussi bien dans la parole que physiquement. En revanche, avec moi, qui était un enfant modèle à l'école et à la maison, il me traitait favorablement. Et il me mettait, on va dire, sur un piédestal. Et j'étais clairement son préféré et il l'affichait ouvertement et je dirais même vicieusement à mes frères. Et cet amour, tu parlais d'amour fusionnel avec tes deux grands-parents. Est-ce que aussi il y avait ce côté aussi où ils te mettaient sur un piédestal par rapport aux deux frères? Peut-être ma grand-mère un petit peu, ouais, tout à fait. Mon D'accord. grand-père, par contre, a toujours Et été alors, très c'est quand même juste. marrant que enfin ta grand-mère et ton père aussi. Et alors tu t'arriverais à expliquer pourquoi il y avait cette préférence parce que tu étais le dernier, Alors, le petit dernier. je vais avancer quelque chose, mais Je par dis ça rapport à comme ma ça. grand-mère en fait, Ouais. mais je ne suis pas certain de ce que, comment dire, de la véracité Ouais. de ce que je vais avancer. Mais je crois que ma grand-mère avait un troisième enfant. Donc ma grand-mère a deux filles, hein, donc ma mère et ma tante. Et en fait, elle attendait un troisième enfant qu'elle avait perdu. Et Et c'était en un fait, garçon? je pense que c'était un garçon. Et elle Ah. revoyait Ah, peut-être alors. euh, D'accord. à travers moi cet enfant en fait qu'elle avait D'accord. perdu. Mais ça, il faudrait quand même que j'en parle à ma mère Ouais, mais pour être un peu c'est. plus D'accord. certain et aussi à ma grand-tante, hein, la sœur de ma grand-mère, qui Mhm. pourra aussi m'en dire plus. D'accord. Mais c'est une question très intéressante que tu soulignes et On- que j'ai pas préparée, mais c'est Non, vrai que non, mais c'est intéressant. Ouais, c'est parce que, voilà, du coup, le père reprend un peu le schéma de ta grand-mère, du coup, un peu en te mettant sur un piédestal aussi, quoi, du coup. tout à fait. Ok. Alors pourquoi je vous explique tout ceci? Parce que ma mère était moralement épuisée et attristée par l'agressivité de mon père, hein, envers ses deux grands enfants. Et quand j'étais petit, je le voyais dans ses yeux, hein, dans les yeux de ma mère, dans le ton enroué qu'elle employait pour s'exprimer aussi. Et aussi via ses pleurs discrets, hein, je voyais clairement sa tristesse. Et petit, je m'inquiétais énormément pour ma mère et donc pour sa santé en fait. Et j'avais peur qu'elle tombe malade des nerfs ou qu'elle ait un problème de santé plus grave. Et cette peur avait généré d'autres problématiques chez moi, hein, que j'aborde dans mes livres et dans d'autres vidéos témoignages de la chaîne, hein. Mais une angoisse me minait plus que tout. C'était que ma mère m'abandonne au profit de mes frères
que je perde l'amour fusionnel de ma mère, hein, pour qu'elle donne en fait toujours plus d'amour à mes frères. Donc voilà, hein, cette translation de l'amour à mon égard vers mes frères, pour qu'elle compense l'absence d'amour et de bienveillance paternelle à leur égard en fait. Mais bon voilà, mais en réalité, ma mère ne m'aurait jamais abandonné. J'avais juste vécu et interprété ainsi la configuration réelle des liens chez nous, hein. Voilà, donc bien insister là-dessus, c'est l'angoisse d'abandon, c'est une angoisse qui correspond à, dans la tête de la personne qui le vit, De l'enfant, ouais. de l'enfant notamment, voilà, là pour le coup tu étais un enfant à ce moment-là, c'est une angoisse qui ne repose pas objectivement sur quelque chose de tangible. Alors voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à mon vécu personnel, Tu t'es construit c'est moi qui me suis construit la croyance de cette que, compensation. voilà, que ma mère Pour ne me compenser. donnerait plus d'amour Voilà, parce qu'elle pour en donner compenserait. plus Voilà. à mes frères parce qu'eux n'avaient pas l'amour de leur père. Donc, Voilà, ok. c'est comme ça que j'ai interprété. Ok, ben, Et c'est vraiment une croyance qui s'est imprimée en moi, en fait. voilà, ok. Parce que, Qui s'est imposé voilà. de manière Et justement, durable. alors, précision importante, ce contexte familial, en fait, il a perduré durant de longues années, hein, de mes 4 ans jusqu'à mes 20 ans, et ce n'était donc pas court ni sporadique. En fait, ce contexte et cette angoisse, dont j'ignorais les motifs à l'époque, étaient devenus chroniques et intenses. Et voilà pourquoi ceci m'était destructeur. C'est-à-dire qu'en fait, cette croyance nocive, hein, de perdre l'amour de ma mère, hein, d'être délaissé, d'être abandonné par ma mère étant petit, en fait, elle s'est imprimée en moi aussi avec le temps, en fait, puisque ce contexte a toujours perduré pendant de longues années, en fait. Donc cet aspect chronique est aussi très important à mentionner. C'est surtout cette chronicité de ce contexte qui fait que l'angoisse perdure intensément et chroniquement, et c'est en ce sens qu'elle est destructrice, en fait. Et je vous ai donc en fait expliqué le contexte fondateur, hein, de mon angoisse d'abandon passé, à savoir l'environnement familial dans lequel j'avais grandi et mon interprétation subjective de cet environnement. Et voilà, donc pour résumer, hein, pour bien comprendre la suite de cette vidéo, de mes 4 ans jusqu'à mes 20 ans, j'ai vécu dans la crainte d'être délaissé par ma mère et dans un dégoût de l'amour malsain qu'on me portait en rapport avec la maltraitance de mes 2 frères. L'amour malsain, comment dire? Euh, En fait, cet amour malsain me dégoûtait, hein, l'amour qu'on me donnait. Et en fait, c'est cette position aussi de préféré qui me dégoûtait. Et clairement, le mot dégoût est juste, hein, il est adéquat. Et tout ceci en grande partie dû à un contexte économique et professionnel compliqué pour mon père, hein, à l'époque, hein. Et ça, voilà, faut pas l'oublier. Ouais, on fait toujours le lien avec le macro, hein, Exactement. le macro social, toujours. Voilà, là on On comprend voit bien. bien qu'il y a Ouais. une fragilisation du point de vue macro, d'un point de vue professionnel, donc lié au macro social, à l'économie, peut venir fissurer le cocon familial. Ah bah là, on le Voilà, voit voilà. clairement. Et on le voit aussi Mais au ça- prologue de mon livre. Voilà, Ouais. mais ça passe par des médiations. C'est d'abord, il va commencer à être agressif. Après, il va commencer à montrer, une préférence pour l'un par rapport à l'autre. Enfin, ça passe par plusieurs c'est des T'as petites étapes tout comme à fait ça. raison, C'est pas ouais. juste direct dire le problème macrosocial provoque l'angoisse d'abandon. Tu vois, Exactement. il y a plein de Il y a médiations. plein de médiations, il y a plein Voilà. d'étapes. Ouais. Il faut Et- expliquer ça sous forme de processus, comment, de manière temporelle, les choses s'accumulent et il y a il y a des choses qui se condensent, qui ont lieu, et il y a des ruptures, et qui fait qu'après, au bout d'un moment, ça peut plus durer en fait, et ça provoque des crises. C'est ça, exactement. Alors, c'est vrai que les problèmes professionnels, objectifs, hein, à l'extérieur du Rebondir ça. cocon, Ouais. entraînent des problèmes internes au cocon, mais ça peut être l'angoisse d'abandon, mais ça peut être aussi plein d'autres problématiques, Bien hein, sûr. aussi. Ah oui, bien Donc sûr, là, voilà, c'est ça vrai a que là, abouti à ce chemin. voilà. Voilà, ça a pris ce chemin particulier, mais ça peut prendre d'autres formes, effectivement. Voilà, pour d'autres personnes, exactement. Exactement, bah oui. Alors, ce soir, hein, je voulais aussi souligner une chose très importante, hein. Je ne souhaite surtout pas juger mes parents.
Oui, c'est Malgré, important. voilà, bien sûr, malgré toutes ces difficultés, j'ai pardonné à mon père et je peux te dire qu'il a toujours été un homme courageux et en dépit de son comportement violent, il n'avait pas un mauvais fond. Il a su aussi, d'un autre côté, malgré les difficultés professionnelles qu'il connaissait, sans cesse se battre pour apporter les conditions matérielles nécessaires au vu de l'épanouissement de ses enfants. C'est surtout du point de vue affectueux, en fait, affectif, qui avait un problème. Ma mère, quant à elle, était dépassée par les événements et aussi par son métier stressant. En fait, ma mère n'avait pas de diplôme et par conséquent, elle devait chaque jour prouver aux yeux de ses chefs sa valeur et ses compétences. Mes parents nous ont aussi apporté d'autres choses essentielles, le côté combatif et des valeurs notamment. Et voilà, tout ça pour dire que tout n'était pas sombre non plus, et je voulais quand même le souligner. Et ce soir, je souhaitais juste expliquer comment l'angoisse d'abandon s'était formée pour ensuite vous dévoiler comment je m'en étais libéré. Oui, alors juste, c'est parce que c'est important ce que tu dis là, parce qu'on n'est pas, t'es pas là pour accabler Mais ou bien pour sûr, viser une et personne. c'est ça, On tout n'est à pas fait. là, que ça me fait penser au bouc émissaire, on n'est pas là pour désigner un bouc émissaire. On essaie de comprendre d'un point de vue, on va dire, les mécanismes qui se mettent en place et essayer de voir comment on peut essayer justement d'en sortir et de dégager des tendances et des comportements qui pourraient être nocifs, mais on n'attaque pas la personne ou les personnes ou des personnes en montrant du doigt ou des choses comme ça. Évidemment. Et encore moins ses parents. Et ben voilà. Donc le but c'est pas ça, hein. Voilà, Exactement. exactement. Le but Ouais. c'est d'aller de s'en sortir par le haut justement. Exactement, Voilà. c'est de comprendre comment ça s'est Voilà. formé, Comprendre les partager cette mécanismes expérience, pour voilà. essayer d'en sortir Et justement. pour ensuite montrer comment on s'en sort, Voilà. exactement. Ou du moins me concernant, quoi. Oui, bah voilà, mais je pense que ton témoignage peut encore une fois apporter des clés aux gens. Je le souhaite, Bah ouais. voilà. Maintenant, on passe à la partie 2 où là, maintenant que tu nous as bien décrit en fait l'environnement familial dans lequel tu as grandi, où donc il y a eu l'émergence de ce sentiment d'angoisse, d'abandon. Maintenant, on va passer à l'âge adulte. Et là, j'imagine que cette angoisse, donc tu disais que de manière cumulative, ça s'est cumulé, cumulé, cumulé. Et tu parlais de l'aspect chronique. Et impression, Voilà, imprimé. voilà, et Ouais, ça imprime, ouais. ça devient, ça s'impose à toi comme ça de manière récurrente. À l'âge adulte, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'imagine qu'il y a dû avoir ça a dû être très lourd, un fardeau. C'était lourd. Alors, jusqu'à mes 26 ans, hein, clairement, hein, jusqu'à mes 26 ans, je souffrais clairement de dépendance affective. Seules les femmes perdues sentimentalement m'attiraient irrésistiblement. Je voulais sauver la femme en détresse comme ma mère durant mon enfance. Enfin, du moins, j'interprétais ainsi la tristesse et le désarroi de ma mère. En quelque sorte, quand j'étais petit, j'avais inconsciemment voulu remplacer mon père qui, pensais-je, rendait ma mère malheureuse. Je voulais secrètement assurer son rôle de mari. Je voulais corriger ses erreurs d'homme violent pour rendre à ma mère sa tranquillité d'esprit qu'elle méritait amplement et a fortiori retrouver ma tranquillité d'esprit en atténuant mon angoisse en percevant ma mère enfin heureuse. Bref, j'étais entré en permanence dans ce schéma de sauveur de la femme en détresse. Aussi, pour te répondre, je vivais mes relations sentimentales sans cesse dans la peur d'être délaissé, d'être abandonné hein, par celle que j'aimais déjà. Alors, aimer entre guillemets, hein, parce que ce n'était pas de l'amour. Je ne faisais que satisfaire mes croyances nocives hein, que j'avais construites dans l'enfance, à savoir, via la femme rencontrée, symboliquement sauver ma mère que je percevais en elle et que je percevais en détresse. Hein. J'étais vraiment resté dans mon monde
Et tout ceci n'avait rien à voir avec l'amour véritable que je vis aujourd'hui. Jeune adulte, je n'étais pas du tout serein, aussi parce que je n'avais pas confiance en moi. Au fond, j'étais toujours dégoûté de moi-même, hein, de ma personne. Hein, Laurent, hein, rappelle-toi de l'amour qu'on m'avait porté, enfant, hein, qui m'avait dégoûté, hein, j'en parlais tout à l'heure. Il me dégoûtait parce que cet amour avait été malsain et toujours empreint d'une terrible culpabilité d'être le préféré des enfants et de voir quotidiennement ses deux grands frères se faire brutaliser par la parole et par les coups. Ouais, donc je note quand même que tu insistes bien sur la question du dégoût de soi. Tout à fait. Mm. Voilà, que tu répètes encore une fois, hein, donc qui se maintient jusqu'à l'âge adulte, hein. Donc c'est comme et donc quand on a un dégoût de soi, c'est difficile de. Du coup, tu parlais aussi, tu nuançais aussi en disant bien que c'était pas de l'amour vraiment. Quand tu étais face à une femme, au Avec, ouais, final, c'était pas vraiment, tu embrassais pas vraiment l'altérité, puisqu'en fait, tu étais encore dans ton solipsisme, dans ton schéma de exactement. compensation, de ceci, de cela. Sur mes failles à combler. Voilà. Et Exactement. du Ouais, coup, il n'y avait pas une vraie rencontre qui avait lieu. Tu complètement. étais encore ouais, dans tes failles à essayer de combler. Tu cherchais déjà avant tout à essayer de combler le vide qu'il y avait en toi, là. Tous ces problèmes que tu n'avais encore pas encore réglés au final. Exactement. Ouais. Et C'était une rencontre avec moi-même en fait. voilà, Ouais. mais difficile parce que tu étais en plus, tu devais assumer ce dégoût de soi. Donc c'est Exactement. Ouais, tout difficile à fait. du coup d'être dans une démarche fertile avec quelqu'un, donc, et avec quelqu'un qui a son propre libre arbitre, hein, sa propre personnalité, et que tu dois aussi essayer de découvrir au fil du temps. Quand tu es déjà avec ce lourd fardeau que tu dois porter, et en plus avec un dégoût de soi. Donc c'est compliqué. Effectivement, Voilà. là, Voilà, et c'est vrai ce que tu dis, il y a deux composantes, hein. Il y a le dégoût de soi, hein, que je mentionne, et il y a aussi cet aspect de sauveur. Voilà, voilà, de sauver la femme en détresse, puisqu'en fait, inconsciemment, je voulais symboliquement sauver ma voilà. mère Donc que tu es je voyais dans à un travers film, elle, en fait, voilà, tu es à plus travers dans cette un femme, film exactement. que d'écouter vraiment la personne qui est en face de toi, en fait. Et voilà. Et là, Aucune voilà, altérité. voilà, je reviens au mot altérité, c'est Mm. ça. C'est que dégoût de soi et gros fardeau déjà à ton niveau, mais en plus, tu es dans un film. Tu n'es pas vraiment en train d'embrasser l'altérité, tu n'es pas vraiment en train d'écouter la personne qui est en face de toi, tu es en train de, Bah, t'es dans ton monde, en fait. voilà, Ouais, d'être dans un espèce de solipsisme. voilà. Et donc c'est terrible, parce que là, pour construire une relation amoureuse, c'est très très compliqué Ah là. bah c'est C'est quasi, impossible, hein. voilà, c'est Ouais, même c'est impossible, impossible. on peut le dire. Et alors, c'est bien que tu dis ça parce que deuxième chose très importante, hein, qui générait beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés, hein, à travers ces relations, c'était l'impossibilité pour moi d'avoir des relations sexuelles avec la femme rencontrée. En effet, hein, en plus de tout ce que je te raconte, de ce que je vous raconte, j'exigeais de la femme rencontrée un amour fusionnel et exclusif. Le même amour que j'avais perdu enfant quand j'avais quitté le domicile de mes grands-parents et le même amour de ma mère que je pensais avoir perdu au profit de mes frères. Et là, il faut faire le lien avec ce que j'expliquais en première partie de vidéo. Euh, je ne pensais même pas à la relation sexuelle avec la femme que j'avais rencontrée. Extrêmement attaché, je n'exigeais qu'exclusivité et câlin platonique de sa part. C'était ces mêmes câlins que je désirais, voilà, que je désirais vivre avec ma mère, mais que je n'avais pu concrétiser petit. Ce désir donc ce désir de câlin, hein, platonique avec ma mère m'avait poursuivi parce qu'il avait été resté insatisfait à l'époque en fait. Et donc il se réitérait il voulait s'exprimer inconsciemment à travers les femmes que je rencontrais. Mes envies chastes dominaient donc, même enterraient, hein, clairement mon désir de sexe, hein, ma libido. Et ceci me pesait terriblement. Le temps passait et en moi perçait la frustration, la révolte de ne pas pouvoir ou de ne pas savoir jouir des plaisirs du corps et de la vie. Et pour un jeune homme qui voit sa jeunesse et ses plus belles années passées à grande vitesse, pour un jeune homme qui voit ses proches évoluer et construire en parallèle, ah bah, c'est terrible.
C'est une véritable souffrance et il fallait absolument que je m'en sorte, sinon, clairement, Laurent, c'était la fin. La frustration et la souffrance accumulées au fil des ans étaient devenues beaucoup trop fortes et j'avais pas le choix, il fallait que je m'en sorte. Et là, j'avais 26 ans. Très bien. Donc, on va entamer la troisième partie. Mm. On va quand même voir la lumière au fond du tunnel, la libération. Oui, heureusement, bien sûr. Voilà, comment tu t'es libéré? Comment tu as pu sortir de ce pétrin, en fait? Alors, donc là, c'est une partie très importante Ah de la ben, et je vidéo. pense que les gens qui nous regardent, Ouais. oui, on arrive à un moment important, là, oui. Alors, la première chose que je dois dire, c'est l'accumulation de la souffrance et de la frustration qui m'a incité à changer en profondeur. Les choses, en fait, ne changent pas quand tout va bien, quoi. Et comme je le disais il y a quelques minutes, je voyais défiler le temps, je voyais défiler ma jeunesse et mes plus belles années sans avoir su en profiter. Et fin 2010, j'avais vraiment touché le fond pour ensuite rebondir. De toute façon, c'était soit la fin, soit rebondir en fait. Et j'exagère pas, hein. Je pèse mes mots même. Donc en fait, voilà. Donc la première chose, je dirais que c'est ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est l'accumulation de la souffrance, paradoxalement. C'est elle qui fait bouger les choses en fait. Je devais donc prendre conscience, enfin c'est en fait c'est cette accumulation de la souffrance qui m'a fait réaliser que je devais en fait prendre conscience de ce qui ne convenait pas chez moi. Après avoir sans cesse rejeté la faute sur les autres pendant des années, hein, rejeté la faute de mes erreurs sur les autres, quoi. En gros, pensais-je, mes échecs c'était toujours de la faute d'autrui, quoi. Cependant, ce n'est pas en rejetant la faute sur les autres qu'on arrive à se corriger et à évoluer. Et ça, en fait, je l'avais enfin réalisé. Et j'ai envie de te dire qu'il était temps. J'ai dû donc prendre conscience, en toute honnêteté avec moi-même, de mes déviances, de mes croyances nocives. J'avais enfin compris qu'il fallait écouter et comprendre l'enfant souffrant que j'avais été et qui s'exprimait dorénavant sur un mode inconscient aujourd'hui. Alors je dis aujourd'hui, c'était il y a 15 ans. Via ces croyances nocives qui s'étaient à l'époque construites pour faire face à l'angoisse et à un contexte familial difficile. Voilà, j'ai réalisé que c'était l'enfant souffrant que j'avais été qui me bridait aujourd'hui et qui m'empêchait d'avancer, quoi. D'accord. Donc voilà, deux premiers éléments à retenir. L'accumulation de la souffrance qui m'a sauvé, puisque j'accumulais de la souffrance, je souffrais de plus en plus et à un moment donné, On peut plus. la soupape, On est elle obligé. a On est lâché, obligé de quoi. bouger. Exactement, là ça pète. Donc on en revient toujours à ça, c'est on se met à essayer de comprendre les choses et à se poser des questions et à essayer de creuser des sujets que quand on souffre. Exactement. Voilà le premier élément qui a été salvateur en fait. Parce que Première chose. c'est souvent, pour faire une petite digression sur Dominique Pagani, il dit souvent que la philosophie est fille de la crise. Souvent D'accord. on se met à philosopher parce on subit une crise. Ouais. Et il prenait l'exemple par exemple de Socrate qui arrive au moment où la cité grecque est en train de s'effondrer, et Rousseau quand l'ancien régime est en train de s'effondrer, typiquement. Rousseau, il avait dit on est dans le siècle, on approche du siècle des crises et de la révolution, et des révolutions, il dit. Tu vois. Ouais. Il utilise le mot crise. Et il dit souvent, voilà, quand il y a un renouveau philosophique, quand il y a un questionnement philosophique, il y a un second souffle philosophique qui arrive, c'est souvent parce qu'on vit une crise. Et là, c'est ce que tu es en train d'expliquer, c'est que toi, à ton échelle, à ton niveau, on était arrivé à un état de crise tellement avancé, là, aigu, que Ouais. tu pouvais plus reculer. Je pouvais plus supporter le fardeau. Et Ouais. du coup, il fallait comprendre. Exactement. Et donc là, tu t'es mis à Voilà. l'introspection, tu travailles sur soi, qu'est-ce qui m'arrive? Exactement. Est-ce que c'est vraiment que les autres qui me veulent du mal? Est-ce que c'est pas moi aussi qui entretiens quelque chose de toxique ou de nocif, comme tu dis? Tout à fait. Et donc voilà, donc crise, souffrance. Et à un moment donné, on peut plus faire face, il faut bouger. Exactement. Il faut faire quelque chose. L'accumulation de la souffrance Et donc, t'incite à prendre conscience des choses. Voilà, et prise de conscience. Exactement. Mot important aussi, prise de Tout à conscience. Ouais.
Et la prise justement, hein, la prise de conscience de mes plus grandes déviances avait pris à peu près 3 années. Ensuite, il a fallu que je me rééduque hein, en critiquant mes convictions néfastes et en me libérant de mes croyances nocives hein, qui me coupaient de la réalité des relations humaines, hein, dont sentimentales, et dont on parle, c'est les choses dont on parlait tout à l'heure. Ça impliqua de revoir mes propres attentes vis-à-vis des autres, vis-à-vis des femmes. Il fallait enfin considérer la femme rencontrée comme un être à part entière avec sa propre personnalité, ses passions et ses désirs, mais aussi ses fragilités, hein, bien sûr. En d'autres termes, il fallait que je cesse de ne voir en cette femme que ma mère souffrante à sauver, quoi. Il fallait aussi que je cesse de croire à l'abandon que je fantasmais avec la femme rencontrée et qui clairement me suppliciait, hein, me faisait vraiment souffrir. Je me devais de vivre enfin sereinement cette nouvelle histoire avec elle. Et il a été essentiel de faire son expérience et apprendre de ses erreurs au-delà même de l'introspection, quoi. Oui, parce qu'après, il faut agir. Après, il faut aller sur Exactement. le terrain. Voilà. Et là, accepter l'altérité. Exactement. Et donc tu réalises, tu te poses des questions. Donc déjà voilà, grosse souffrance Voilà. qui s'accumule. C'est ça. Ça incite à la prise de conscience. Tu réalises, on va dire, une introspection, tu te poses des questions, tu réfléchis sur toi-même. Tu arrêtes en fait, de dire que c'est toujours de la faute des autres. Voilà. Et ensuite, tu te libères de certaines croyances nocives hein, que toi-même tu t'étais construit Voilà. à l'époque. C'est ça. Et en fait, ça amène à percevoir la femme et les autres hein, de manière complètement différemment. Et là, enfin, de mettre dans l'équation l'altérité hein, que tu Voilà, viens de c'est ça. mentionner. Et j'ai envie de te dire, ce qui est aussi important, c'est de vivre les histoires maintenant, Voilà. pour faire son expérience. Exactement. Voilà. Et là, Et se construire et ainsi. accepter des erreurs, des échecs, il n'y a pas de problème. Bien sûr, On tombe, on se exactement. relève. Mais Voilà. faut pas non plus rester dans cette angoisse de dire ah je vais tout rater. Non, non, non. Et justement, Mais tu as le droit de voilà, rater. on a droit à l'erreur, on a Exactement. droit à des hésitations, on a tout droit à fait. de chuter, de se relever, de Voilà. se soigner, de repartir, de reprendre le chemin. Mais comme tu dis, il ne faut pas en rester non plus qu'à la pure introspection et la pure réflexion enfermée chez soi. C'est exactement Il ce que faut je voulais après dire. aussi- Ouais, voilà, tout à fait. il faut Il faut agir. Il faut passer à Et il l'action. faut faire son expérience. Il faut Voilà. vivre sa vie, en fait. C'est ça, bien sûr. très important. Alors, pour finir hein, avec la question, au fil des ans, j'ai de plus en plus écouté mes envies aussi. Je me suis mis à lire, donc en particulier la littérature russe, grâce à toi, hein, Laurent. Ouais, Nietzsche aussi. Nietzsche. Ouais, Nietzsche aussi. Mais surtout la littérature russe, hein, ce qui m'a permis de revenir vers mes origines. Je me suis aussi mis à écrire, également à créer avec toi cette chaîne. Hein. C'est quand même un très beau projet. Voilà, ce sont des activités et des projets personnels qui m'ont progressivement permis de m'apprécier. Voilà, on revient au dégoût de soi. Exactement, Voilà, tu fais ça bien de aussi. dire ça. Voilà, tu bah fais oui, bien de dire oui, ça. mais c'est important. Qui m'ont permis de m'estimer parce que ces projets m'ont prouvé que j'avais de la valeur et que je pouvais apporter de l'espoir et une aide, aussi simple soit-elle, aux personnes qui avaient souffert hein, des mêmes problématiques que moi dans ma jeunesse. Tu sais, le dégoût de soi, comme ça, le mot dégoût, tu sais, ça me fait penser à un personnage littéraire. Tu sais de qui à qui ça me fait penser, là, comme ça, là? Moi, alors, j'aurais pensé au personnage du sous-sol. Ah, ben, c'est Dostoïevski. Moi, Ah, ok, c'est ouais. Hippolyte. Et justement, Ah, quand ok. il lit sa lettre, Ouais, donc dans l'idiot. voilà, Ouais. quand il lit sa lettre où il sait qu'il va se suicider à la fin de la lettre, il parle du dégoût. Et il dit, je me suicide parce que j'ai du dégoût. Il parle de dégoût. J'avais oublié cet aspect. C'est ouais. pas parce que c'est pas rationnel, il me semble, hein, c'est qu'on relit bien sa confession, il dit en gros, je fais face à un tel dégoût que je préfère me suicider. Waouh, c'est violent. Ouais. Un truc comme ça. Mais voilà, À revoir, donc ouais. important, oui, donc les personnages de Dostoïevski, eux aussi ont beaucoup de problèmes avec eux-mêmes. Et il y a beaucoup comment dire, il y a aussi des choses très intéressantes à creuser chez Dostoïevski, je pense. Ouais. C'est pour ça que ça Ah fait bah. penser au personnage du sous-sol, lui aussi pareil.
ça serait intéressant aussi Eh ben, d'évoquer ce personnage, tout à fait. parce qu'il y aurait des choses à dire. Il y aura- Et je voilà, pense c'est qu'on pourra pour ça. faire une vidéo aussi sur le sous-sol, hein, Mais ouais. voilà, la question du dégoût Ouais, et du dégoût de soi, je pense que Dostoïevski peut apporter beaucoup de choses. tout à Et fait. ça pourrait être l'objet Et c'est vrai que ces projets m'ont permis, en fait, ces projets, l'écriture, la lecture, cette chaîne et bien d'autres projets personnels m'ont permis de m'extirper de ce dégoût de moi-même, en fait, pour enfin pouvoir m'apprécier à ma juste valeur. Et à travers ces projets, hein, savoir qu'on a pu aider quelqu'un, c'est sans doute pour moi le plus beau des cadeaux. C'est en quelque sorte de la reconnaissance et ça contribue aussi à l'édification de la confiance que je me porte aujourd'hui. Alors j'ai une question aussi, je me disais, est-ce que tu as été suivi par quelqu'un? Parce qu'il y a aussi cette démarche-là, parce que je sais que tu as lu beaucoup de livres de psychanalyse. Il y a eu un moment, là, justement, il y a 10 ans qu'on s'est rencontrés, il y a Ouais, plus de 10 ans même. plus de 10 ans, ouais. Et est-ce que tu t'étais aidé par quelqu'un ou Oui, tu as fait le saut ou tu es resté alors au niveau des bouquins? non, non, en fait, j'ai été hein, aidé par un professionnel. J'ai fait une psychothérapie, psychanalyse durant presque 7 ans. Ah, quand Donc, même. au départ, hein, c'était pour m'aider à y voir plus clair, hein, bien sûr. Et à la fin de cette psychothérapie, euh, purement par intérêt et par plaisir d'en savoir toujours plus sur Ah, soi. ça c'est intéressant. Ouais, Donc voilà. c'était pas purement, comment dire, on était passé d'un stade où c'était vraiment pour résoudre un problème à un stade même par de la pure curiosité en fait. Exactement. C'est-à-dire au départ, ça a clairement été pour résoudre mes Voilà, il problèmes. y avait un vrai Et à la problème. fin, bah, quand ces problèmes ont été Même quand tu as eu ce dépassement de ce problème-là, tu avais envie de continuer. exactement, quand ces problèmes ont été résolus par la suite et progressivement, bah, j'avais envie de continuer encore quelques Intéressant. années bah, pour toujours en savoir plus sur moi. Et en fait, au fil des années, au fil de ces 7 années de psychothérapie, psychanalyse, j'ai pu ensuite développer ce qu'on appelle un insight en psychologie. C'est en fait cette capacité à prendre conscience des choses de soi-même et de se remettre en question et que j'applique encore aujourd'hui, même si c'est vrai, hein, Laurent, il n'est jamais évident d'être totalement honnête avec soi-même, quoi. Ah, ben oui, oui. Voilà. Ça me rappelle les gens qui critiquent Rousseau, notamment dans ses confessions, qui disent, mais Ah Rousseau, oui, il se fout de la gueule du monde, ouais. il fait genre, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ouais, l'être humain, ouais, c'est difficile d'être à 100% honnête ou à 100%, ne pas se cacher là. Bah, c'est le thème de l'idiot aussi, hein, et de Dostoïevski, hein, il en Mm. parle souvent de ça, de cette espèce de dédoublement, cette duplicité qu'on a avec nous-mêmes, en soi, enfin l'individu avec lui-même, face à lui-même, est-ce qu'il est vraiment toujours à 100% honnête, à 100%, c'est difficile, hein. Ouais. Est-ce qu'on a tout le temps du recul, est-ce qu'on est toujours lucide sur nous-mêmes? C'est un sacré thème, Pas ça. évident, hein, ouais. Ça, c'est un sacré thème. Et c'est vrai que ouais, Dostoïevski, encore une fois, a beaucoup écrit là-dessus. Il est fort Voilà, pour et ça, il hein. a bien compris qu'il y avait. Et justement, je crois que c'est lui qui disait qu'au Rousseau et ses confessions, attention, ouais, il y a, il y a des choses qu'on cache, ou il y a des choses qu'on surmontre aussi, on montre à l'excès. Ouais. On gonfle des choses, on amplifie. Des fois même, mais Dostoïevski le montre bien, ça. Comment dire, on va s'humilier. On va en rajouter pour montrer qu'on est une crapule. Mais c'est faux en vrai. Tu vois, Ouais. il y a toujours On se le. fait du théâtre à nous-mêmes, quoi. Voilà, exactement. Il y a une espèce de mise en scène où Ouais. on sait. Par exemple, Nastasia Filipovna, je pense à Nastasia Filipovna qui surjoue son côté méchante. Ouais. Ouais. Elle va créer un scandale exprès. Mais en vrai, et même d'ailleurs, Mishkin à un moment lui dit, mais tu n'es pas comme ça en vrai. Mm. Qu'est-ce que tu fais là? Tu nous fais un numéro. Bah, elle se ment à elle-même, quoi. Ouais. Et là, elle est choquée en fait, parce qu'elle se dit, merde, Il l'a cerné. voilà, il m'a cerné. Je voulais jouer la méchante, et lui, il m'a enlevé le masque. En fait, il est arrivé, il lui a arraché le masque, en fait. Ouais. Et c'est ça, et avec nous-mêmes, on se met constamment des masques. Complètement. Et ça, c'est humain, hein. Enfin, je veux Et, dire, c'est des, ça fait voilà, partie de et la là, on nature. revient au Ouais. mécanisme. C'est une manière aussi de fonctionner. On a De se besoin, protéger aussi. voilà, Ouais. on a besoin de masques. Mm. C'est ça aussi la condition humaine. Tout à fait. Et donc voilà, c'est Non, des mais choses c'est qu'on a abordées Mm. avant et qu'on Et abordera qu'on peut-être abordera plus tard, hein, ouais, ça, Mais c'est dans sûr. cette vidéo-là aussi, c'est très important de comprendre ça. Il y a un lien, ouais. Ouais, Voilà, ouais. ouais. En tout cas, Laurent, hein, je suis maintenant sorti de cette problématique, même si je peux encore apercevoir aujourd'hui quelques petites reliques de ce passé et quelques fragilités.
qui font partie de moi et que j'ai dû accepter. Ces fragilités ont d'ailleurs leur charme, hein, je trouve. Et c'est important hein, de prendre conscience tout autant de ses forces que de ses faiblesses. C'est aussi grâce à nos faiblesses qu'on avance. Voilà, j'ai préféré ici rester synthétique. Aussi, j'explique tout ceci vraiment en détail hein, dans mon livre Récit d'une émancipation. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette épreuve m'a rendu plus mature et plus fort mentalement et moralement. Très bien. Voilà. Eh ben, en tout cas, témoignage très intéressant qui, je pense que ça va aider encore des gens, parce que on a vu que la vidéo sur le complexe d'Oedipe a quand même provoqué des réactions. Ouais. Alors même des mails, hein, aussi bien des mails que des commentaires. Voilà, ouais, tout tu à fait, vois, hein. donc, clairement, cette vidéo-là est en rapport, clairement, avec Ah oui. cette vidéo-là aussi. Ouais. Donc, Avec ce thème, ouais. merci en tout cas de ton témoignage, parce que je pense que ça peut donner. Je te dis, c'est comme une boîte à outils, là, tu es en train de donner des clés aux gens. Donc, voilà. C'est En plus, l'objectif, on a, voilà, voilà, on a essayé de suivre un plan, d'être, comment dire, de prendre calmement le temps, de prendre bien le temps d'expliquer comment c'est arrivé, Le processus, ouais. voilà, comment c'est apparu, comment après derrière enfin, comment cette souffrance-là est devenue insupportable, comment tu as pris conscience, comment tu as essayé d'en sortir. Voilà. Et qu'il fallait vivre ensuite, Et ensuite, en faisant des en erreurs. débouchant, voilà. Exactement. Exact. Et Voilà, parce que apprendre de c'est ses ça. erreurs aussi, c'est ça qui est Exactement. important. Ouais, tout à fait. Et Ouais. ne plus rester bloqué par cette angoisse Voilà. et ces chimères, en fait. Exactement. Rester dans ces constructions mentales. Tout à fait. Ne qu'on plus a- avoir. Ouais. Mais qui était. J'en reviens aussi à. Je crois que je l'avais évoqué dans la vidéo sur les TOC, je crois. C'est quand ça arrive, tout ça, quand t'es gamin et que ces constructions mentales, c'est quelque part aussi, c'est une sécurité. Hein. C'est une manière aussi. On les construit pour ça, en fait. Voilà. Pour faire face à un Faut- contexte donc, assez Il difficile. suffit en pas fait. de dire Ouais, c'est tout à fait. débile. Ah non, non. Et c'est C'est là. tout à fait logique. Voilà, en fait. c'est Ouais, ça qu'il faut exactement. bien comprendre. C'est que Exactement. à ce moment-là, tu avais besoin de ces chimères. Tu avais besoin de construire ce schéma de compensation dans ta tête et que tu te disais quelque part pour accepter ta situation en fait. Passer. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais Et il faut pour en faire- sortir. Mais Exactement, voilà. il faut en sortir. Exactement. C'est Sur pour le ça. moment, Ouais. tu as répondu à un espèce de truc qui était en train de t'envahir par cette construction. Voilà, de croyances. Voilà, exactement. et qui te permettait sur le moment de tenir à peu près. Voilà, elle m'avait sauvé. Voilà, c'était des béquilles, mais maintenant il faut s'en débarrasser. C'est quoi. ça. C'est-à-dire qu'en fait, Donc il faut c'était- bien comprendre ça aussi, hein, que ça ne tombe, c'est pas de la, comment dire, c'est pas de la folie, il y a Non, quelque chose de rationnel là-dedans. Exactement. Voilà, Il y a je crois quelque chose que de logique, tout à fait. voilà, j'avais dit ça la dernière Et- fois, et- et je pense qu'il faut bien comprendre ça aussi. Et c'est vrai que voilà, ces croyances-là, c'était à l'époque des murs pour se protéger. Voilà. Mais aujourd'hui, à l'âge adulte, c'est devenu Mais bien sûr. des murs d'emprisonnement. Voilà, et maintenant, De prison, quoi. maintenant avec l'introspection, tu as bien compris Voilà. le contexte familial lourd, le contexte macro-social, le chômage avec ton père. Exactement. Maintenant, avec la rationalité de l'adulte, tu peux mieux comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et du coup, enlever ces murs-là que tu as utilisés quand tu avais 4 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans. Voilà, avec la maturité Voilà. d'un homme adulte. Mais c'est toujours important de ne pas oublier que ces chimères, ces murs, ces béquilles que tu utilisais, qui aujourd'hui sont complètement étaient des brides, Ah oui. quelque chose qui devenait des fardeaux. Ouais. À ce moment-là, tu pouvais pas faire autrement. C'était ça. quelque chose, c'était des constructions mentales dont tu avais besoin. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, c'était jusqu'à mes 26 ans. Hein, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça, mais tout à donc ça prouve bien que c'était urgent de. fait. à un moment donné, il voilà. fallait s'en sortir, tout à fait. Exactement. Et en tout cas, c'est aussi en faisant tout ce travail hein, d'introspection, de réflexion, comment dire, de confrontation avec soi-même, en fait, qu'on se rend compte à la fin qu'on a tous le droit de vivre. Et Eh on oui. a le droit au bonheur, tous en fait. Ah, le bonheur est une idée neuve en Europe, disait Ah. Saint-Just. Tu vois, ça me fait D'accord. penser à ça. Ouais, oui, Voilà. eh oui, eh oui. Mais voilà, oui. on a tous le droit à ça. En fait. Eh ben oui. Et Saint-Just, il applaudit là. voilà, ah bah, très bien. Et c'est vrai que c'est nous-mêmes avant tout qui nous. Enfin, c'est l'enfant souffrant qu'on a été qui nous met encore des barrières à l'âge adulte. Mais encore Voilà, une c'est fois, ça. qu'il lui, il fait avec ses moyens.
à ce moment-là. Il l'avait fait à l'époque avec ses Voilà, moyens, mais il perdure dans le temps en fait. et cet voilà, enfant et souffrant. c'est Voilà. là où il faut passer au stade supérieur. Et voilà, il Voilà. faut lui pas dire rester stop. dans, Voilà, voilà, à cet faut pas enfant, rester voilà. dans la crise. C'est ça. Il faut être capable d'en Tout à sortir. fait, ouais. À cet enfant souffrant qui perdure en nous, il faut lui dire à un moment donné, écoute, stop, Apaise-toi. t'as souffert, Voilà. je t'écoute, Exactement. j'essaie de te comprendre, mais c'est du passé. Exactement. Et là, Il faut avancer maintenant. Exactement. Voilà, exactement. Non, Voilà. mais c'est très intéressant tout ça parce que je pense que ça peut vraiment apporter des clés. C'est le mot. Moi, c'est cette image-là. Je pense que là, tu es en train de donner des clés. Et le trousseau de certains qui était dégarni Eh ben, je le souhaite, ouais, tout voilà, à fait. Ouais. voilà. Et je pense que c'est quand même intéressant. En tout cas, merci pour ce témoignage. Ouais, bah, moi aussi, je voulais te remercier, Laurent, hein, pour m'avoir interviewé. Et D'accord. toujours de très grande qualité. Merci à toi. Voilà. Et du coup, on va enchaîner sur la vidéo 27. Du coup, ce serait. Oui, vidéo 27 la prochaine, tout à fait. Et on avait pensé à, du coup, revenir un peu sur la relation infrastructure-superstructure chez Marx. Alors, en fait, il y avait deux possibilités. Soit on fait infrastructure et superstructure par rapport à Max pour aborder plus tard Michel Plouskar. Ouais. Mais il y avait aussi, tu m'as fait vraiment un retour sur le thème de ce soir, vraiment très intéressant. Et pourquoi pas Faire une autre compléter vidéo, une autre vidéo mais à partir maintenant du romanesque. à partir du romanesque Pas par plus rapport sur à ce un que j'avais témoignage, expliqué voilà. ce soir. Voilà. Oui, parce qu'en fait, Voilà, on ne sait pas trop encore. dans les coulisses, on va dire un peu les coulisses, Stanislas m'a donné un petit peu sous forme écrite le témoignage qui a donné cette vidéo. Et ça m'avait évoqué des choses dans ce que j'ai pu lire, dans les romans que j'ai pu lire. Et j'ai pensé au personnage notamment de Gilles et d'Aurélien. Donc personnage d'Aragon, Aurélien, personnage de Pierre Drieux-La Rochelle, Gilles, qui eux aussi ont des problèmes pour former un couple. Eux aussi, ils ont des problèmes dans leur vie sentimentale. Mais eux, ça s'explique par d'autres problèmes bien et sûr. par d'autres. C'est pas. D'autres causes. Voilà, on n'est pas en train de faire du copier-coller par rapport à ta Évidemment. trajectoire, Ouais. mais il y a des choses intéressantes aussi. Et on voit aussi qu'il y a des échecs, et l'altérité, des choses comme ça, et des problèmes de dégoût aussi. Il y a le mot dégoût qui apparaît. Enfin bon, Ah, le dégoût apparaît aussi. Ouais. le personnage de Gilles dit clairement lui aussi, il a un dégoût. Il a un dégoût de lui-même. Ah, c'est intéressant ça, ouais. Donc, et là, on voit, et dans le roman, quand on lit Gilles notamment, on voit que le mec qui se dégoûte lui-même ne peut pas former un couple avec quelqu'un. C'est pas possible. C'est impossible. Enfin, clairement, c'est Voilà. impossible. Et on le voit. Et il faut s'estimer, c'est important. Voilà. Il faut être conscient de sa valeur. Exactement. Bah, typiquement, moi, c'est vrai que ce type de vidéo, vraiment, ça. Voilà. Ça alors, serait et très du coup, intéressant. Voilà, on voilà, ne sait pas trop encore. J'avais fait ces ouais. petits retours-là, comme ça, vite fait à Stan, et il m'avait dit, ah, c'est super intéressant. Donc, on pourrait faire peut-être une vidéo C'était là-dessus. pas un retour vite fait, c'était quand même un retour. J'avais essayé. C'était un mail vraiment. Bah, on pourra riche. On pourra peut-être faire une vidéo là-dessus. Voilà, on ne sait pas encore exactement. Soit ça sera infrastructure, superstructure. Donc là, Voilà. on reviendra à des thèmes plus communistes, on va dire, et marxistes, ou marxiens. je sais Non, pas. mais en fait, j'ai même pas forcément communiste. Ou organisationnel, peut-être. Macro-social, Macro-social, macroéconomique. ouais. D'accord. Après, libre à toi d'être libéral. Bah, tu parce connais que, mon point de vue. tu sais, par exemple, il y a des gens comme Raymond Aron qui est un libéral. Lui, il reconnaissait, et même beaucoup d'économistes libéraux reconnaissent quand même que tout ce qu'a écrit Marx dans le Capital, c'est à écouter. Ils prennent en compte le fait que... Parce que quand Marx il parle de l'infrastructure et de la superstructure, il dit ce qui est. Ouais. C'est pas un C'est la programme réalité, politique. quoi. Voilà, il dit comment ça fonctionne. Après, le programme politique derrière qu'on veut mettre en place et tout, c'est autre chose. Après, tu peux être libéral, communiste, mais vrai, déjà... t'as un fondement, en fait. Voilà, là, qui c'est est- vraiment c'est vraiment le mec, il a étudié comment fonctionne le capitalisme. En tout cas, la prochaine vidéo, possiblement, hein, on verra, Voilà, ça donc, sera peut-être sur ce sujet, ou alors... soit Drieux-La Rochelle, Aragon, Ok. soit infrastructure, superstructure, Voilà, donc Marx. soit infrastructure, superstructure, soit un complément à cette vidéo. Voilà. Très bien. Bah, merci à toi, Stan. Merci à toi, Laurent. On vous dit à bientôt. Et puis, Bah voilà, ouais. À la prochaine voilà. pour la future vidéo. À À bientôt.